Bonjour à tous. Eh bien, merci d'être venus. Merci au World Impact Summit de nous accueillir. Je suis donc Thomas Capitaine. Je suis président et fondateur du mouvement international Engaged for Ocean qui permet de mobiliser la société civile pour la préservation de l'océan. Bonjour à tous, Romain Alloz, président et fondateur de Line Up Océan, océanographe de formation et ingénieur en écologie marine. Alors on nous a demandé, on nous a un peu imposé un sujet pour cette table ronde qui est la résilience des territoires littoraux face au changement climatique. Et je pense que c'est un sujet qui va être intéressant à traiter, je pense, avec nous deux, parce que je ne vais pas parler évidemment de ce que tu fais, Robin, mais de mon côté, comme on est sur la mobilisation de la société civile, on va avoir un regard à la fois plutôt ingénierie et plutôt citoyen. Et je pense que ce serait bien qu'on démarre peut-être, si tu es d'accord, par ta solution, que tu présentes ta solution un peu en détail et comment elle s'adapte. Comme ça, moi, je pourrais rebondir sur la façon dont les citoyens et notre communauté peut s'approprier et réagir à ces aménagements. Si tu es d'accord ? On peut peut-être démarrer par les problématiques, histoire de poser un petit contexte, un petit cadre. Mais après, oui, on peut parler des différentes solutions qui existent. La résilience côtière, c'est quoi ? C'est la capacité, comme tu l'as dit, de la société civile, mais également des écosystèmes marins et littoraux à s'adapter et à se relever des impacts conjugués du changement climatique, des aléas naturels et des pressions humaines sur les plages et les fonds marins. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? On a un niveau de la mer, niveau moyen des mers, qui augmente aujourd'hui à peu près de 3,2, 3,3 mm par an. On sait que cette vitesse-là devrait augmenter dans les années à venir pour finalement arriver à des scénarios qu'on considère comme plutôt optimistes vis-à-vis des différentes trajectoires calculées par le GIEC, sur une élévation du niveau marin entre 40 et 80 cm d'ici à la fin du siècle. Bon, pour travailler sur d'autres scénarios un peu plus pessimistes, on sait que malheureusement, cette hauteur-là, elle peut être très très vite dépassée. On parle maintenant sur les scénarios qu'on appelle horizon, de niveau moyen atteignant les 2 mètres d'ici la fin du siècle. Donc ça, c'est l'élévation. Et puis c'est pas linéaire. Exactement. On a certaines zones qui vont être beaucoup plus impactées que d'autres. Et c'est souvent d'ailleurs dans des zones très peuplées. C'est le hasard qui a voulu ça. Mais... On sait qu'effectivement, l'impact du changement climatique est très hétérogène finalement. Et que malheureusement, ce sont les populations, on va dire, avec le moins de moyens qui ont qui seront sans doute les plus touchés. Voilà. Et en même temps, c'est ceux qui connaissent bien la nature. Donc ils ont aussi une forte capacité de résilience s'ils ont les moyens justement mettre en place des actions, des choses au niveau de leur territoire. Bon, là on a parlé de l'élévation du niveau de la mer. Ensuite on a quoi ? On a les aléas naturels. Ce sont finalement la submersion marine. Donc ça c'est la submersion des plages, des fronts de mer, des côtes, de manière plutôt instantanée à l'échelle d'une tempête, d'un événement. Et puis on a également l'érosion côtière. L'érosion côtière, c'est quoi ? C'est le recul du trait de côte, c'est-à-dire la limite entre la terre et la mer. Et on sait qu'aujourd'hui, 24% des plages dans le monde sont en érosion. C'est-à-dire qu'elles sont en train de reculer. L'érosion, c'est un processus qui est naturel, qui fait partie de l'équilibre entre la position géographique des côtes et puis justement cette élévation, cette variation du niveau statique. 24% des plages, c'est quand même pas mal. Un quart des côtes à travers la planète, ça représente des centaines de milliers de kilomètres. Pour vous donner une idée, en fait, ce taux-là, il est assez stable, assez homogène. En France, c'est à peu près 24% également des plages qui sont en train de reculer. Dans les territoires outre-mer également. C'est un ratio finalement qu'on retrouve un peu partout. Et puis ensuite, on a les pressions anthropiques. Les pressions anthropiques, alors on connaît évidemment les sujets de pollution, tout ça. Alors c'est pas très lié finalement à la submersion, au recul des côtes globalement. On a surtout les aménagements. Notre manière d'aménager, depuis
des décennies, voire même au-delà, hein, puisque par exemple en France, un des premiers aménageurs, c'était le cardinal de Richelieu, hein, donc ça remonte à il y a quelques siècles. C'était vraiment la première série d'aménageurs côtiers. Et bon, on a aussi également des traces historiques d'aménagement, notamment en archéologie sous-marine, de civilisations, notamment gallo-romaines, qui ont quand même construit des quais de déchargement, notamment en Méditerranée. On a également retrouvé récemment des traces en Bretagne, où on pense finalement que déjà à l'époque, ils commençaient à mettre des digues pour pouvoir protéger certaines zones finalement des assauts des vagues et des tempêtes. Et finalement, dans notre manière d'aménager, notamment sur les dernières décennies, on a de plus en plus, je dirais, cristallisé les problématiques sur le trait de côte, parce qu'on a rendu opaque nos aménagements, opaques vis-à-vis de la nature, vis-à-vis finalement de l'énergie dont les plages ont besoin pour pouvoir se mobiliser naturellement, entre l'énergie des vagues, les flux de sédiments, les flux de sable. Il ne faut pas oublier que pour la plupart des côtes, notamment sableuses, forcément, le sable, c'est la matière première. Et en fait, dans notre manière d'aménager, déjà sur la plage, eh bien, on a un petit peu fixé la nature. Et cette fixation, elle aggrave le problème à pas mal d'endroits. Là, typiquement, on a une image, je ne sais pas si tu la vois, toi, Thomas, mais tu as le retour vidéo. On le voit très bien là, par exemple, on a Palavas-les-Flots, qui est une commune balnéaire très populaire en France. On voit très bien que les aménagements ont déstabilisé justement ce qu'on appelle le trait de côte, donc cette limite entre terre et mer. On voit bien que ce trait de côte, au lieu d'être plutôt naturel, il est complètement sinueux, complètement altéré en termes de forme par la présence des ouvrages, ce qu'on appelle les brise-lames, ce sont les digues que vous avez à droite de l'image, qui finalement perturbe complètement le profil naturel de la plage. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On voit finalement un trait de côte qui est derrière les ouvrages, assez avancé vers la mer, et entre les ouvrages très reculés. Ce sont les petites anses sableuses que vous voyez là, notamment à peu près au milieu de l'écran. Ensuite, on a quoi ? On a un front de mer qui est figé par une promenade en béton. Une promenade en béton qui est en amont de quelques immeubles, avec une grosse densification démographique. Et derrière, qu'est-ce qu'on a ? Des étangs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on reprend les problématiques dans l'ordre qu'on vient de citer, on se retrouve quand même avec une station balnéaire hyper populaire en France, qui est dans une posture un petit peu compliquée pour les 50 prochaines années. Et là, quand on parle, ça fait partie des solutions, on pourra rebondir après, quand on parle de délocaliser les enjeux, c'est-à-dire délocaliser les biens et les personnes, avec les étangs derrière, je ne sais pas comment on va faire. Donc ça, c'est un cas typique qui cristallise toutes les problématiques du trait de côte. Et il faut savoir que ce cas-là, alors bon, il est un peu spécifique parce qu'on a les lagunes, on a les étangs derrière, mais ce cas-là, on le retrouve sur toutes les façades finalement, avec des spécificités. On a entendu parler de Lacanau, avec la destruction de l'immeuble du Signal. Lacanau est sur une stratégie hybride où en fait ils continuent de construire des aménagements un petit peu durs, mais ils ont compris également qu'ils avaient intérêt à recharger en partie en sable et également à délocaliser un petit peu les habitations. Donc en fait, on va le détailler après, mais c'est juste pour essayer d'introduire un peu le sujet. Finalement, il n'y a pas de solution miraculeuse. Chaque ville, chaque façade cristallise les problématiques du trait de côte à sa manière, par rapport aux enjeux socio-économiques, par rapport à son environnement, par rapport à la disponibilité également de la matière première qui constitue la plage, que ce soit de la roche, du sable, voilà. Et donc il n'y a pas de solution miraculeuse. Il y a des solutions qui peuvent se combiner et qui, dans une certaine mesure, sont sur mesure en fait. Voilà. Il n'y a pas de standardisation possible. Il y en a un petit peu dans les stratégies à adopter, mais en termes de mise en œuvre, ensuite de plan d'action, il faut quand même s'adapter à chaque site.
Moi, ce que je trouve intéressant, si tu veux, dans ce que tu présentes, et surtout dans le sujet qui est la résilience des territoires littoraux, c'est l'échelle de temps. Parce qu'en fonction de l'échelle de temps, si on doit être résilient face à une tempête, si on doit être résilient face à une saison compliquée, on peut s'adapter. On peut se renfermer, on peut se renforcer structurellement. En revanche, si on se met sur une échelle de temps plus longue, et on peut anticiper l'évolution de la montée de l'océan, on peut anticiper l'évolution catastrophique d'ailleurs des événements climatiques, malheureusement, on arrive à si on prend le point long, et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui dans la majorité des politiques environnementales, qu'elles soient nationales, régionales, européennes ou même internationales, c'est ce temps long qui manque. Le problème, c'est que l'issue, on la connaît. L'issue, on la connaît, on est parfaitement capable d'anticiper cette élévation de l'océan. Je voudrais juste aussi revenir sur l'élévation, comme tu l'as dit, qui à certains endroits pourrait arriver jusqu'à 2 mètres. C'est pas une piscine qui va monter avec un niveau à bulle qui pourrait être parfaitement plane de 2 mètres. Non, ça va être une moyenne entre des creux et des crêtes de vagues, des crêtes de houle, qui vont s'amplifier avec les phénomènes climatiques, avec le vent. Tout ça, en fait, est une mécanique qui est en train de s'énerver devant nous. Et on n'est pas prêt à la recevoir. On n'est absolument pas prêt structurellement à la recevoir. Il y a un exemple que j'avais découvert, j'avais pu échanger avec l'architecte qui supervise ce projet que je trouve absolument inspirant, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez le village de Miquelon qui est actuellement en train de déménager, qui était donc sur la partie littorale, et qui est en train de déménager un peu plus haut dans la montagne pour se mettre à l'abri. Alors il s'avère que c'est amusant, mais ce faisant, ils ont redécouvert des vestiges qui ont montré que dans le passé, ils l'avaient déjà fait. Donc c'est amusant de voir que quand on est sur une population qui est maîtrisée, une population qui arrive à communiquer, qui arrive à considérer les problématiques collectivement, ils arrivent à mettre en face des solutions, et le fait amusant, c'est qu'ils reproduisent des solutions qui avaient déjà été prises par leurs ancêtres. Ça, je trouve ça vraiment très inspirant. Tu parlais des traits de côte sur notamment la Gironde, la Cano et sur le Pays Basque. Moi, je suis un peu sidéré aujourd'hui quand on écoute les politiques, et je suis désolé de rebondir sur la partie politique, mais la résilience des territoires, elle passe évidemment par des orientations, parce qu'il y a du budget, parce qu'il y a des décisions qui sont prises pour le collectif. Et les décisions aujourd'hui qui sont prises sont dans la reconstruction. On va essayer de reconstruire une dune qui a naturellement disparu. On va essayer de la renforcer, puis on va mettre une piste cyclable parce que ça donnera un petit peu de bonne conscience et ça montrera que la ville est dans un élan environnemental ou écologiste. Mais c'est complètement déconnecté de la réalité. Cette dune, si elle a disparu, les paramètres qui sont toujours présents vont à nouveau la refaire disparaître. Alors, est-ce que la résilience, ça passe par la reconstruction ou est-ce que ça passe par une transition civilisationnelle ? Est-ce qu'on arrive à se projeter sur une échelle de temps qui nous permet d'envisager, de transformer la façon dont nous envisageons notre environnement et la façon dans laquelle on va s'inclure dans cet environnement. Et la résilience, je pense que ça doit être un temps de pause aussi, où on doit s'interroger sur le est-ce qu'on peut continuer dans cette direction. Et malheureusement, c'est ce que tu disais, aujourd'hui, chaque cas est spécifique, chaque cas va répondre à des problématiques structurelles, des problématiques économiques, des problématiques culturelles. Et c'est pour ça que le problème est probablement un peu insoluble pour l'heure, particulièrement dans cette incertitude politique qui fait que des décisions majeures qui doivent être prises ne le sont pas. Oui, c'est sûr que voilà, l'aménagement du trait de côte reste un sujet très politique, en lien direct avec les enjeux civilisationnels de notre temps. Après, voilà, comme je le disais, aujourd'hui, il n'y a pas de solution miraculeuse. Il y a effectivement un temps de pause qui est nécessaire et qui en même temps doit pas être trop long, puisqu'il faut agir, il faut expérimenter, il faut tester. Je pense qu'on n'a pas le luxe aujourd'hui de perdre trop de temps alors que déjà on en manque. Voilà. Et que des populations sont déjà en péril. Il y a des gens qui ont tout perdu avec ce retrait de trait de côte. Il y a les tempêtes qui s'amplifient. Moi, je suis originaire de Normandie, à Cherbourg. Là, on a eu il y a un mois maintenant une tempête Gorbetti, je crois, ou Gorbati, j'ai oublié son nom. On commence à voir, nos anciens disent, mais on n'a jamais vu ça. Des maisons qui tenaient depuis 80 ans commencent à tomber. Des arbres qui étaient là, multicentenaires, se font arracher. Il y a une modification qui nous impacte directement. Ça bouleverse des vies. On ne peut pas se permettre d'attendre. On ne peut plus, en tout cas. Oui, et ce qui est aussi enregistré là sur les dernières mesures des récentes tempêtes d'ailleurs, que ce soit effectivement en Atlantique, en Manche, en Méditerranée, bref, un peu partout, parce qu'en fait, ces niveaux de tempêtes là, ils sont pas si exceptionnels. C'est des tempêtes relativement dites annuelles. C'est-à-dire, c'est des niveaux de retour énergétique qui ont lieu chaque année
Et en fait, on se rend compte que déjà, avec ce niveau de retour-là, ben, on n'est plus du tout en capacité de s'adapter. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. C'est qu'on n'est même pas encore dans l'événement extrême à l'horizon 2100 que on voit les côtes effectivement s'effondrer à divers endroits. Là, récemment, c'est Biscarrosse, la semaine dernière, toute la promenade. La tempête, c'était pas une tempête centennale, c'était une tempête annuelle classique avec des retours de vagues de 5 mètres. Donc en fait, on se rend compte que on a déjà passé un seuil de perdition, je dirais, dans notre capacité à s'adapter à ces effets-là. Et on a oublié de nos ancêtres. On a oublié de tout ce qui s'est passé. Donc c'est un petit peu délicat, voilà. Et finalement, nous, on voit dans les modélisations également, dans les scénarios et dans les modélisations vraiment numériques, de vagues, de tempêtes, de flux de sédiments, qu'en 2050, selon le scénario, selon la trajectoire climatique qu'on a entamée, qui aujourd'hui n'est pas claire, on va passer un seuil. Il y a vraiment un écart en termes d'impact selon le scénario climatique sur lequel on se projette à l'horizon 2050. Ça, c'est extrêmement important, 2050. Voilà, c'est dans 20 ans. C'est demain. On se souvient tous de l'an 2000. Exactement. On se souvient tous de l'an 2000, j'espère, dans la salle. Vous vous souvenez d'où vous étiez au moment où on a passé l'an 2000 ? Eh ben, c'était il y a moins longtemps que 2050. Exactement. On est passé de l'autre côté, là. Donc ça, sur le terrain, on va dire que les gestionnaires et certains décideurs, pas tous malheureusement, mais certains, en ont bien conscience. Et derrière, l'idée, c'est de pouvoir, comme je le disais un petit peu avant, expérimenter des stratégies. Ça peut être des stratégies de recul. Voilà, tu disais, on parlait de la dune, c'est un très bon exemple. On sait qu'elle va reculer, on a la capacité de reculer. Bon, ok, on anticipe ça dès maintenant en faisant des investissements relativement modestes en plus, selon les cas, pour l'avenir. Puis d'autres, comme je montrais, Palavas, là on a l'exemple de Frontignan, c'est à côté de Sète, voilà, pas très loin de Palavas également. Bon, c'est pareil, là on se retrouve toujours avec un milieu lagunaire derrière, voilà, historical coastal management. On voit la batterie de brise-lames de digues qui a été construite. Ils ont tenté de reconstruire une dune. Et en même temps, la stratégie de Frontignan aujourd'hui, c'est de penser à se relocaliser un petit peu en arrière sur le bassin de Sète. Voilà, ça, c'est une stratégie dite hybride. Voilà, on va tester plusieurs solutions. Des solutions dites dures, on les appelle les solutions grises en fait en ingénierie côtière, avec des solutions fondées sur la nature, la dune, qui est, on va dire, réhabilitée, reconstruite. Ah, j'ai perdu Thomas. Et derrière une philosophie quand même d'adaptation sur le long terme en se disant dans tous les cas il va falloir qu'on se délocalise. Ça, c'est ce qu'on va appeler les stratégies hybrides qui peuvent permettre finalement d'évoluer sainement d'ici à la fin du siècle, puisque c'est bien ça l'enjeu final en fait. Alors moi j'ai une question à te poser parce que j'ai essayé de me renseigner justement sur ces technologies qui permettent de mieux améliorer de mieux préparer en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déplacer le problème ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de créer des zones plus résilientes à l'endroit où on va implémenter les solutions et que ça va finalement déplacer les problèmes parce que l'intensité et la systémisation des règlements, elle est globale, elle va pas être spécifiquement là où on va installer. Est-ce que ça va pas amplifier justement autour ? C'était une question Oui, mais c'est une question très pertinente et tout à fait légitime. C'est vrai que finalement, on peut déplacer le problème quand on va figer le trait de côte à un endroit. Le trait de côte, c'est vraiment... Il faut imaginer que la plage, c'est un système vivant, hyper dynamique et qui a besoin de bouger. Voilà. Donc du moment qu'on va le figer, effectivement, on va peut-être avoir l'impression de régler le problème sur le court terme à l'endroit où on aura figé, mais on va déplacer puisque forcément c'est hyper mobile et donc finalement, comme je le montrais, on le voit très bien ici, on fige à un endroit dans l'axe de la digue, mais juste à côté on a creusé de 40 mètres. Voilà. Donc on en revient sur l'échelle de temps.
Exactement. On en revient sur l'échelle de temps qui va conditionner la façon dont cette résilience elle peut se mettre en œuvre. Exactement. Échelle de temps qui doit être prise en compte par les politiques, donc par le collectif, et par chacun des citoyens finalement. Et là, tu vois, si tu me permets, je vais rebondir parce que c'est justement ma partie. Avec Engaged for Ocean que j'ai créé, c'est justement l'enjeu, c'est de permettre à tous les citoyens non seulement d'être avertis, non seulement de mieux comprendre les enjeux auxquels ils vont ou font déjà face, et de leur permettre de s'engager. C'est là tout l'enjeu d'Engaged for Ocean. En 2 mots, l'explication vous l'avez juste là, c'est pour ça que je suis sorti du champ quelques secondes. Engaged for Ocean, c'est une plateforme. Je vous encourage d'ailleurs, vous avez un QR code qui est sur ce roll-up, je vous encourage à le scanner, ça permet de créer un compte et dans cet espace qui vous est absolument personnel, vous pouvez choisir un niveau d'engagement et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que toutes les contributions de l'ensemble des membres sont mutualisées et chaque membre possède un nombre de voix qu'il va pouvoir attribuer à un catalogue de projets comme line-up, comme des projets opérationnels portés par des ONG, comme des projets scientifiques, comme des projets entrepreneuriaux plus en lien avec la biodiversité. Et chacun de ces projets va passer par le crible d'un comité scientifique international pour être ajouté à ce catalogue océan. Et ce sont les membres, vous, moi, qui contribuons, qui allons voter pour que ces projets soient sélectionnés, financés, puissent être réalisés. Et comme tu le disais, la data, le retour, l'analyse, le retour d'expérience est très important. C'est la raison pour laquelle dans chacun des projets qui est financé par Engaged for Ocean est suivi. Les porteurs ont l'obligation de faire du reporting semestriel, ce qui nous donne l'opportunité de remettre à chacun des membres, particuliers ou entreprises, des rapports d'impact. À quoi a réellement servi ces fonds auxquels j'ai contribué? Quelle a été la matérialisation très concrète en surface de fonds marins protégés, en biodiversité qui a pu être sauvée ou quelle pollution a pu être récupérée, bref. Donc cette approche, elle permet de mobiliser les citoyens de toute la société civile, c'est-à-dire citoyens, entreprises, collectivités, scolaires, etc. Et je pense que cette mobilisation globale de la société civile, je peux me tromper, mais en tout cas, c'est ce sur quoi je parie. C'est ce qui va nous permettre d'être suffisamment forts ensemble pour faire infléchir les collectivités et en tout cas les décideurs politiques qui, aujourd'hui, j'ai l'impression, ne sont que trop guidés par les considérations économiques. Oui, et puis on va dire que si l'impact du trait de côte se synchronise, en tout cas avec une période de mandat, bizarrement, ça accélère un petit peu plus en termes de décision. Bizarrement. Bon, voilà, effectivement, il y a vraiment derrière une notion de temps. Hein. Le temps, ça devrait être, d'une certaine manière, la seule variable viable au niveau, voilà, toutes les échelles. Je voudrais te poser une question, Robin. Et géographique. Je voudrais te poser une question parce que là, on va devoir rendre. Comment toi, qui est en contact direct avec les populations, avec les décideurs, avec les territoires, comment est-ce que tu vois l'évolution très concrète dans 100 ans? Est-ce que tu penses que ce qu'on a là à l'image, ça existera encore? Ou est-ce que tu penses qu'on va être obligé de fait de déménager dans des zones qui seront au-dessus des niveaux qu'on aura atteints à ce moment-là? Et donc, est-ce qu'il est vraiment utile aujourd'hui de s'attarder à protéger ce qui est déjà perdu à une échelle de temps relative? Je ne sais pas quelle trajectoire climatique on aura prise à l'horizon 2100. À partir de là, si on est sur une élévation de 40 cm, 50, même 70, quand on regarde par rapport à des niveaux actuels, on n'aura pas les pieds dans l'eau, hein, concrètement. Et derrière, bon, effectivement, il y aura des niveaux extrêmes qui seront finalement superposés à ce niveau-là, et donc effectivement, il y aurait des dégâts, mais il y a des capacités d'adaptation assez simple, hein, c'est mettre du bâti sur pilotis, c'est des choses. Donc, je pense que c'est pas si vraiment là, c'est l'océanographe qui parle. Je pense que c'est pas si drastique que ça, selon la trajectoire qu'on va prendre. Concrètement, il y a une capacité d'adaptation qui est beaucoup plus importante. La société l'a toujours accepté, c'est toujours adapté. On le voit dans les traces archéologiques. Hein. Faut pas l'oublier. Regardez le passé pour comprendre l'avenir, c'est la base. Mais voilà, sur des cas plus extrêmes, sur des trajectoires très pessimistes, là par contre, je peux pas me prononcer parce que ça va, en plus, ça va se faire par seuil. Voilà, ça va se faire par événement extrême.
Il va y avoir un peu de panique, ça va bouger très rapidement à ces moments-là. Voilà, on est toujours, on sait que l'homme a tendance à se réveiller une fois qu'il est dos au mur. Je pense que ça va se passer en partie comme ça et que ça va être hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui vont bouger plus vite que d'autres, s'adapter plus vite que d'autres. C'est pas un problème en soi. L'idée, c'est simplement que la société s'adapte de manière saine d'ici à la fin du siècle. C'est la seule chose qui compte à la fin. Donc d'ici là, adaptons-nous matériellement, mobilisons-nous collectivement, Testons. et soyons prêts, et dans l'idéal même endiguons ce phénomène, quoi. On peut dire ça. Ensemble. Voilà. Bah, merci de votre beaucoup. attention. Merci beaucoup. beaucoup.